parle de la zone Amérique avec Éric Lafrenière, je le rappelle, gérant action américaine chez Richelieu Gestion. Éric, tiens, peut-être un mot de l'inflation. On en discutait avec Patrick. C'est vrai qu'on a eu des indices d'inflation aux États-Unis, prix à la production, prix à la consommation, alors qui sortent un peu, voire beaucoup au-dessus du consensus, quand on regarde les prix et la production, mais intéressant parce que le marché, lui, a vraiment gardé la tête froide par rapport à ces indicateurs du mois de mars. Tout à fait. Plus sur les prix à la consommation que les prix à la production. Ouais. On avait eu un peu de tension quand même en fin de semaine dernière sur les taux. On regagne un petit peu de tension. Mais ce qu'on voit sur les prix à la consommation hier, effectivement, ce qui a drivé un peu plus la progression du headline CPI, c'était la progression du pétrole. On l'a bien vu. On risque d'avoir un pic sur avril et mai, puisque c'est là qu'on va avoir les effets de base les plus forts. Mais le marché l'a plutôt bien digéré. On a vu les taux longs américains qui ont baissé. On a clôturé autour des 1,62 hier. On avait touché 1,77 au plus haut il y a quelques semaines de ça. Donc, globalement, c'est quand même plutôt une bonne chose pour le marché. Mon avis, c'est que cette rotation qui est en cours vers le value a encore quelques trimestres derrière elle, donc elle va se matérialiser. Mais il ne faut pas que la tech soit trop pénalisée. Donc, cette consolidation qu'on peut avoir sur les taux permet à la tech de rattraper un petit peu, permettra à la rotation de se remettre en place une fois que les taux redémarreront et sans trop de casse sur le marché au sens large. Parce qu'on ne pourra pas avoir cette rotation et cette performance de marché si la tech est complètement c'est ça. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde et il faut qu'il y ait un juste équilibre entre ces thématiques, cette partie croissance et cette partie plus cyclique. Et donc cette consolidation des taux va plutôt dans le bon sens. Ce qui est intéressant, tiens, au passage au sujet de la tech, il faut qu'on dise un mot de la fiscalité quand même, du grand plan fiscal, la lutte fiscale de Joe Biden. Non, mais sur le plan domestique, au sein de l'OCDE, sur le plan international, on parle quand même d'une remontée de la fiscalité pour les grandes entreprises, pour les entreprises américaines et les grandes multinationales. Pas l'impression que le marché escompte à ce stade l'impact que la fiscalité américaine pourrait avoir demain sur leurs bénéfices. On se souvient du mouvement inverse, quand Trump baisse les impôts de 35 à 21, c'est ça. Le marché flambe directement. Donc là où je ne suis pas nécessairement tout à fait d'accord, je pense que ça a été en partie pris en compte quand même par le marché pour 2022. On a trois leviers sur la fiscalité américaine. Donc bien entendu, il y a la hausse du taux d'imposition d'environ 21 à 28% dans le cas le plus important. Il y a une hausse de ce qu'on appelle sur le guilty tax avec un I et pas le UI de coupable. Bien d'accord. Sur les revenus d'entreprises américaines générés à l'étranger qui sont entre 10 et 13%, qui pourraient passer à 21%. Et puis le dernier facteur sur la fiscalité, c'est sur les hauts revenus, mais qui est moins impactant pour les entreprises en direct. Et donc, quand on regarde, si on prend vraiment le pire scénario, où on passe vraiment à 21 sur les revenus étrangers, on a ce taux d'imposition minimum qui est aussi évoqué sur les entreprises, et on passe à 28%, on table sur un impact d'environ 9% sur les bénéfices de 2022. D'accord. Si on est sur un scénario un peu plus intermédiaire, une fiscalité autour de 25% sur les revenus des entreprises américaines, avec un point intermédiaire sur les revenus à l'étranger, on table autour de entre 3 et 5% d'impact sur les résultats 2022, et je pense que c'est quand même un petit peu déjà, en tout cas ça commence à être pris en compte par le marché. Oui. Avec des secteurs assez évidents, on a dit la tech, la pharma aussi. La tech, la pharma, les services aux communications qui ont quand même des revenus générés à l'étranger peut-être plus forts que dans d'autres secteurs. Et c'est quand même cette hausse de 10-13% vers 21% qui aura un impact quand même le plus fort. Et ce sont les secteurs qui seraient le plus lourdement impactés. Ouais. Comment est-ce que vous regardez le secteur financier ? On va en parler, alors on en parlera dans l'émission ce soir, parce qu'on va avoir les publications des trois premières grandes banques américaines là, tout à l'heure, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs. Mais au-delà de ça, le secteur financier dans son ensemble, que j'élargis au-delà des seuls acteurs bancaires, c'est un secteur qui vous intéresse aujourd'hui quand on est investi aux États-Unis. Quel est pour vous les segments de marché qui vous semblent intéressants dans ce secteur financier au sens large ? Donc nous continuons d'avoir une surpondération sur le secteur, surpondération qu'on avait mis en place durant le Q3 de l'année dernière, qu'on a
progressivement renforcé, mais on joue quand même un petit peu à l'intérieur du secteur, donc on réalloue par moment des poids. Donc aujourd'hui, les grosses convictions, même si on est moins favorable sur ce qu'on appelle les money center banks, donc on a quand même une position sur Citigroup pour des raisons vraiment plus spécifiques, mais quand on regarde plutôt ce sous-secteur, la valorisation des financières relatives au S&P est toujours attrayante, mais la valorisation de ces money centers relatifs à leur historique est quand même un petit peu plus élevée. Donc on a money center, c'est quoi? Les grands ensembles généralistes, quoi. Exactement. Donc on garde Citi pour des raisons vraiment plus spécifiques de valorisation, mais les autres, on s'en est plutôt éloigné. On reste bien entendu exposé via Santander Consumer USA au crédit et aux consommateurs. Et on a on a renforcé une position sur les asset managers avec BlackRock, qui est un très gros poids dans notre portefeuille. Et on a ouvert une position qui est devenue une position assez forte sur KKR, qui est un acteur du private equity aux États-Unis, qui, contrairement aux crises antérieures, a vraiment profité de cette crise pour faire des achats à bon compte. Et on s'attend en termes de fees et des belles surprises sur les résultats. Il y a eu un Investor Day hier qui était particulièrement intéressant. Donc sur ce dossier, et on est assez chaud sur KKR. Ah oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous intéresse quand même dans les asset managers et le capital investissement? Le capital investissement, vous pensez que ça va être une année bouillonnante pour ces investissements dits privés? Donc surtout sur KKR, parce que nous, c'est le dossier qu'on a vraiment creusé. Je pense que le marché aujourd'hui sous-estime en termes de perfis, en termes de fees qui peuvent être prises sur leur dossier et bien entendu sur les actifs qu'ils ont pu acheter, la valorisation. Il y a quand même beaucoup de potentiel qui n'est pas pris en compte, selon nous, dans son activité. Et chez BlackRock, qu'est-ce que vous achetez? Parce que là, c'est peut-être... Bon, les commissions chez BlackRock, c'est quand même pas le on achète sujet, la hausse des actifs, on achète la hausse des actifs, on achète les commissions, bien entendu, les encours, et qu'on le veuille ou non, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour nos activités à nous, mais ces gestions passives continuent de prendre des parts de marché. Donc, voilà. On l'a vu en Europe, Amundi, Lyxor, ça y est, c'est fait. Donc un ensemble, un leader européen, Amundi étant le seul asset manager européen qui doit être dans le top 10 des asset managers mondiaux, le reste étant quand même globalement très américain, avec les spécialistes de la gestion passive. Vous avez cité BlackRock qui publiera, je crois, ses chiffres d'ailleurs cette semaine. Ce sera demain ou après-demain. Et puis l'événement du jour, Eric, je veux bien vous entendre là-dessus, c'est Coinbase. Ça nous dit plusieurs choses. Est-ce que c'est une forme d'institutionnalisation du marché des cryptoactifs à Wall Street, qui adoube donc un pure player des cryptos, et puis le business model en tant que tel, le cas d'investissement de Coinbase, qui présente quand même des points intéressants, je trouve. Donc, comme vous l'avez évoqué, c'est le premier pure player sur les crypto-monnaies à être coté en bourse, donc qui sera coté par cotation directe et pas une IPO classique, donc comme on peut le faire Palantir ou d'autres. Donc ça c'est un élément intéressant. La valorisation théorique aujourd'hui est plutôt autour de 65-66 milliards, même si la valorisation... Alors ça, c'est la valorisation fixée par Coinbase et les banques qui l'accompagnent. C'est $250 par action. Tout à fait. Et ça, c'est une valeur de 65 milliards. Oui, mais on peut s'attendre à ce que ça soit beaucoup plus fort à l'ouverture. Le marché nous dit que ce sera beaucoup plus. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est environ 56 millions d'utilisateurs, dont 6 millions d'utilisateurs qui font des transactions tous les mois. Ce qu'on a pu voir dans des chiffres indicatifs qui ont été publiés sur le premier trimestre, on a une très très forte accélération des revenus. On est autour d'1,8 milliard en termes de revenus. On est entre 700 et 800 millions de bénéfices. 1,8 milliard sur le premier trimestre. Tout à fait. C'est plus que les revenus de l'ensemble de l'année 2020 déjà. Tout à fait, avec entre 700 et 800 millions de bénéfices. Donc on voit qu'il y a des marges intéressantes. Après, mon avis personnel sur le dossier, il y a des histoires aussi réglementaires. On sait qu'ils ont été un peu épinglés par l'organisme équivalent à la SEC qui s'occupe des produits dérivés et gré à gré aux États-Unis pour des histoires de manipulation de cours ou d'informations trompeuses. Donc on sait que c'est quand même un marché qui reste relativement obscur. Donc ils ont bien entendu admis aucune culpabilité, mais payé une amende pour régler les histoires, ce qui a d'ailleurs un peu décalé l'introduction en bourse. On sait que les États suivent de façon très attentive tout ce qui se développe autour des crypto-monnaies, et notamment les activités que ça peut servir à financer. On n'est jamais à l'abri d'une interdiction
de ces crypto-monnaies. On sait que les États travaillent sur leur propre crypto-monnaie également. Donc, pour moi, il y a un certain nombre de facteurs qui font que ce n'est pas un investissement à long terme. À court terme, il y a des gens qui vont sans doute bien en bénéficier, mais ce n'est pas dans les stratégies du fonds que je gère d'avoir ce style de valeur dans mon portefeuille. Et vous disiez direct listing, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Oui. Pourquoi c'est... Alors, il n'y a pas d'augmentation de capital, c'est juste des actionnaires historiques qui vendent leurs actions. Il faut bien l'avoir en tête aussi pour accueillir de nouveaux actionnaires, mais qui paieront évidemment des multiples qui n'ont rien à voir avec bien entendu, ceux qui prévalaient. C'est intéressant pour les investisseurs initiaux, les premiers collaborateurs qui ont généralement des... En 2012, Coinbase. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est un mécanisme qui facilite quelque part aussi un peu en termes de process. Ça va plus vite. Ça va plus vite. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus transparent non plus, mais bon, en tout cas, ça permet d'aller plus vite pour les cotations. C'est pas un système sur lequel moi je suis très favorable, même si on voit vraiment un engouement vers ce type de cotation. Aujourd'hui, c'est la saveur du jour. Tout le monde veut faire ça, donc. Entre les SPAC et les direct listings, on sent qu'il y a quand même des choses qui s'accélèrent vers le marché boursier. Ça, c'est très clair. Après, je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps sur le marché au sens large, sur la période des publis. Les secteurs vraiment à surveiller seront le secteur de la consommation discrétionnaire, des financières et bien entendu de la tech. La tech, parce qu'on aura des comparables quand même sur le Q1 et le Q2 qui seront peut-être un peu plus compliqués que sur les autres secteurs. Bon, les grands secteurs à suivre avec cette période de publication de résultats qui commence dans quelques minutes. On va avoir, avant l'ouverture de Wall Street, les résultats des grandes banques américaines, des premières grandes banques américaines, et puis bien sûr l'entrée en bourse de Coinbase qui se fera au Nasdaq dans les prochaines heures. On en parlera dans notre édition ce soir à partir de 18h30. Merci à vous, messieurs. Éric Lafrenière, je le rappelle, gérant du fonds Richelieu America chez Richelieu Gestion, et Patrick Guérin qui est avec nous également en plateau, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris.